Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, nous parlons de l'Empire napoléonien, sous l'angle des archives, en compagnie de Maria Pia Donato. Conditions sanitaires obligent, on a dû enregistrer cet entretien à distance, on espère qu'il vous intéressera. Vous nous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Bonjour Maria Pia Donato. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous venez de publier un livre au PUF qui s'appelle « Les archives du monde », quand Napoléon confisqua l'histoire, donc de l'histoire napoléonienne si on veut, mais à travers un angle très particulier qui est celui des archives. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le sujet de cet ouvrage ? Le sujet de cet ouvrage est la confiscation d'archives que les gouvernements napoléoniens ont entrepris de réaliser à partir de 1809-1810 et visant à faire de Paris, de recueillir à Paris des énormes archives de l'Empire qui en fait étaient des archives du monde et c'est de ça que parle mon livre, comment l'idée fut conçue, comment l'opération fut développée, réalisée, les entraves, les difficultés, à la fois logistiques, mais aussi théoriques dans le choix des documents à prélever, la restitution et en général la resémantisation des archives à cette époque de bouleversements politiques et institutionnels, bien entendu, mais aussi de bouleversements au rapport aux identités locales, aux identités nationales. Donc, c'est à la fois une histoire politique du rapport au passé, mais aussi une histoire du patrimoine. Il y a un volet plus connu de cette histoire, le volet artistique. Sous la Révolution française et sous l'Empire, il y a eu des quantités d'œuvres d'art prises en Italie, et pas seulement, qui ont rejoint les collections françaises. Est-ce qu'il y a des liens ou une continuité entre ce phénomène de spoliation culturelle de grande ampleur et la question des archives que vous étudiez ? Il y a énormément de continuité. Alors, d'abord, il y a des protagonistes qui sont les mêmes. L'un des personnages de mon livre est le garde des archives, Pierre-Claude François Donoux. Donoux est un ancien oratorien qui a été député à plusieurs reprises et un homme politique et de culture majeur sous le directoire. Et lui, il avait personnellement œuvré dans la confiscation à la fois des biens de la nation, donc à la fois des confiscations de la patrimonialisation des biens des institutions supprimées en France, d'abord, la création des bibliothèques, par exemple, mais il avait aussi pris part à la confiscation de ce qu'on appelait les objets des sciences et des arts à l'étranger, notamment à Rome. Il incarne cette continuité. Il y a continuité logistique, pratique, parce qu'il y a une logistique de la confiscation et de l'appropriation culturelle qui se perfectionne au fil des années. On peut très bien voir les mêmes mécanismes, les mêmes procédures qui se mettent en place pour confisquer les objets d'art et les archives. Et il y a aussi une continuité idéologique, une continuité culturelle et politique très forte. À l'époque, notamment du directoire, quand la confiscation des objets des arts et des sciences des pays vaincus ou des pays alliés, avait été justifiée par une doctrine qu'Édouard Pommier a défini la théorie du rapatriement, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait apporter en France tous ces objets de culture, des arts et des sciences, pour qu'ils expriment leur force de libération, leur force d'émancipation. Mais il s'agissait aussi de faire de Paris la capitale des muses, la capitale des sciences et des arts. Et donc, cette logique d'accumulation, totalisation des savoirs se trouve à l'œuvre dans cette entreprise de confiscation des archives sous l'Empire, en sachant qu'en général, il y avait toujours des passages d'archives
lors des guerres et des conquêtes. Mais là, avec cette entreprise napoléonienne, on est dans toute une autre dimension, à la fois pour la quantité, le caractère systématique, les plans, l'idée sous-jacente à cette opération. La quantité, justement, il faut peut-être donner un ordre de grandeur pour se rendre compte du caractère démesuré de cette entreprise, même si tout ce qui était prévu n'a pas été réalisé, l'Empire s'est effondré avant d'avoir pu concrétiser toute son ambition, mais ce sont quand même des centaines de milliers de documents qui ont pris la route de Paris depuis Rome, Vienne, Florence. Oui, alors, pas de Florence, justement, parce que les Toscans sont... Enfin, pas les Toscans, mais les Florentins, eux, c'était peut-être l'une des villes desquelles Donou espérait prélever plus d'archives, mais finalement, c'est une des villes qui, par différentes stratagèmes et différentes stratégies, réussit à ne pas faire partir une seule caisse et à retenir toutes les archives. Ouais. Et par contre, effectivement, il est assez difficile de donner des chiffres. Il y a beaucoup de documentation, une masse de documentation administrative avec des listes très précises, des estimations, le nombre de caisses, les poids, le coût de chaque caisse, le coût de chaque convoi, etc. Mais il faut aussi dire que dans les tableaux récapitulatifs de ces confiscations, souvent on parle d'articles. Et c'est une définition assez vague parce qu'un article, dans cette logique, peut être un acte sur parchemin ou une boîte de mélange dont on ne connaît pas trop bien de quoi il s'agit. Donc, ça peut être un parchemin, un volume, une boîte de mélange, un portefeuille. Donc, cette comptabilité est assez... mais je peux quand même donner des ordres de grandeur. Par exemple, rien que de Rome, on peut compter plus de 100 000 articles. Et de Vienne, on est environ 34 000 de Vienne. Une ville relativement plus petite comme Turin, on a 12 000 articles, en sachant que beaucoup avaient déjà été prélevés il y a 2 ans auparavant, notamment des archives diplomatiques. Donc, ça fait quand même une masse considérable. À propos de ces articles, et c'est un point qui pourrait intéresser notamment les archivistes qui nous écoutent, on est à un moment de l'histoire où dans les archives, il y a aussi des livres, des médailles, des spécimens, des objets. D'une certaine façon, c'est un moment de plus grande porosité peut-être qu'aujourd'hui entre archives, musées et bibliothèques. Alors oui, tout à fait. C'est un peu compliqué parce que d'un point de vue théorique et d'un point de vue de la perception des hommes du passé, des hommes et des femmes du passé, les archives étaient une institution assez bien définie. Par contre, si on regarde de près, c'est beaucoup plus compliqué. Et notamment, c'est beaucoup plus compliqué si on essaye d'appliquer les critères formels qui ont été définis au cours du 19e siècle, début 20e siècle, concernant qu'est-ce que c'est qu'un article qui relève de la bibliothèque, qui relève des archives. C'est un grand débat, en fait, autour de cela. Mais les archives avaient et ont toujours remarqué des mélanges, des sections énormes de mélanges qui ne correspondent en rien aux définitions théoriques qu'on en donne. Donc, il y avait des bibliothèques particulières, par exemple, qui étaient déposées dans les archives, ou à l'inverse, dans les bibliothèques, il y a toujours des archives de personnes ou d'institutions. Donc, c'était tout à fait pour eux. Et un personnage comme Donou avait des idées très claires d'un point de vue théorique de qu'est-ce qui devait être gardé aux archives, qu'est-ce qui devait être gardé en bibliothèque. Mais finalement, après, il n'hésitait pas à prendre des matériaux assez divers, y compris des manuscrits, par exemple des chroniques. C'est un article typique qui relève de la bibliothèque en principe, mais aux archives on en trouve
Mais même les parchemins, les actes sur parchemin, qui étaient l'objet d'un véritable culte, d'un culte érudit, c'est des actes rédigés formellement, en général, mais finalement, c'était les supports qui primaient. Tout ce qui était rédigé, rédigé sur parchemin, finalement, était convoité par les bibliothèques et par les archivistes, par les bibliothécaires et les archivistes. Donc, Ça n'a peut-être pas entièrement changé, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Non, disons que rarement les institutions, enfin ça arrive, mais rarement les institutions se défont des objets, des articles qu'ils arrivent par différents chemins de posséder, d'intégrer. Sur cette convoitise des archives, est-ce qu'on peut en développer les raisons et notamment dans quelle mesure Napoléon lui-même s'est impliqué dans le projet? Est-ce que ça renvoie à des conceptions personnelles de l'empereur? Alors, dans les régimes napoléoniens, rien ne se faisait sans, tôt ou tard, l'accord de Napoléon, qui avait un goût pour les détails assez marqué. Donc, si vous lisez la correspondance de Napoléon, il y a de tout dedans. Il est capable de s'occuper de, je sais pas, de la couleur, de détails de tout type. Et sans doute, un plan aussi vaste n'aurait pas pu être même pas initié sans l'impulsion de Napoléon. Mais il y a un écart, peut-être, je dirais, un écart entre la vision de Napoléon et la vision de Denouë et d'autres personnages. Un écart léger, mais significatif néanmoins. Alors, pour Napoléon, il faut d'abord dire qu'au début, j'essaye de le démontrer dans les 2 premiers chapitres du livre, c'est une opération qui naît un peu par hasard. Parce que, notamment à Vienne, le hasard joue un grand rôle. Parce que les Français qui occupent la ville veulent chercher des documents utiles à la fois pour l'administration des territoires qu'ils ont conquis, mais aussi pour des raisons pratiques, des documents sur la guerre, sur la diplomatie. Ils sont dans une logique utilitaire assez typique des conflits d'Ancien Régime, même au-delà de l'Ancien Régime. Le problème, c'est qu'ils ont peu de temps et qu'ils ne connaissent pas très bien les institutions de l'Empire romain germanique, du Saint-Empire romain germanique, qui d'ailleurs avait déjà été dissous, et du nouveau Empire d'Autriche. Et en plus, ils n'ont pas de gens assez compétents pour lire les écritures en gothique. Et du coup, ils confisquent une énorme masse de papier parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas trier sur place. Ils disent on rapatrie en France et on va trier plus tard et on va renvoyer plus tard. Exactement. L'idée était, là, on n'a pas le temps, on ne peut pas, on embarque tout et on verra par la suite. Et la même chose, si vous voulez, se passe au début à Rome parce qu'au début, il était question de réquisitionner uniquement la documentation récente des congrégations et de l'Église romaine. Parce que Napoléon voulait transférer les Saint-Sièges en France, d'abord à Reims, puis à Paris. Et donc, il avait besoin de la documentation récente. Mais pour différentes raisons, à la fois pour l'opposition du pape Pie VII et de tout ce qu'il restait du collège des cardinaux, de la curie, etc. Et là encore, pour des raisons d'opportunité politique, effectivement, de conflit politique, finalement, on décide pour faire une confiscation massive de tout ce qu'on trouve. Pas tout à fait tout ce qu'on trouve, mais disons tout ce qu'on trouve des congrégations de cardinaux, tout ce qu'on trouve dans les archives secrètes vaticanes et d'autres organismes et institutions qui sont désignés comme importantes pour la
la continuité du fonctionnement de l'Église et la continuité aussi symbolique de l'Église, parce que là, pour le coup, c'était aussi, il y a un malentendu, mais l'idée, c'est aussi de faire un geste de bonne volonté envers les papes. Ça peut sembler paradoxal, et les papes les prient très mal d'ailleurs. Donc, mais de dire, voilà, on va vous amener les archives pour que vous puissiez les utiliser. Mais comme les conflits avec la papauté ne fait que s'aggraver, et finalement, ce geste d'apaisement devient un geste de conflit ouvert. Et du coup, on voit dans votre livre, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, que ce qui était avant tout utilitaire parce que ça permettait de disposer dans les archives françaises d'un instrument de gestion de l'Empire, pour vérifier des titres, contrôler les territoires, comme d'ailleurs c'est toujours le cas pour les archives courantes aujourd'hui, ce projet est devenu quelque chose de beaucoup plus symbolique pour faire de Paris la tête des archives du monde, avec une visée historique. On a commencé à se demander quel trésor archivistique beaucoup plus ancien on pouvait trouver, et du coup, quand on se met à chercher des documents carolingiens, par exemple, ce n'est plus pour la gestion directe de l'Empire, donc c'est une visée beaucoup plus grande. Comment s'est faite cette inflexion ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, comme je viens de le dire, il n'y a pas cette intention à Vienne, pas du tout, même s'ils finissent par prendre beaucoup de documentation ancienne. Et là, on est vraiment dans l'utilitaire, même s'il y a un côté symbolique, parce qu'il s'agit de revendiquer l'héritage du Saint-Empire romain germanique à la Confédération du Rhin, et de ne pas la laisser à l'Empire d'Autriche, justement. Mais du moment où on fait ces sauts de qualité, disons, à Rome, on confisque des archives très anciennes, parce que les archives secrètes vaticanes étaient parmi celles en Occident qui conservaient les documents les plus anciens, y compris des faux. Mais là, ça c'est un autre discours. Mais disons, du moment où déjà on confisque une masse telle de documentation historique qui n'a pas forcément d'utilité pratique, on est déjà en train de changer de regard qu'on porte sur ces archives. Et c'est la même chose avec les autres archives qui, à fur et à mesure, entrent dans le collimateur du français, parce que là encore, il y a un peu un malentendu, c'est-à-dire un malentendu bien entretenu, en fait. Parce que les archivistes, de nous notamment, utilisent l'argument utilitaire pour convaincre Napoléon de l'opportunité de cette opération de confiscation des archives, mais les instructions qu'il donne à ses agents en mission portent plutôt sur la documentation ancienne et donc, du coup, qui a plus de valeur historique. Alors, il est très difficile, bien sûr, de faire un partage très clair et très net entre ces dimensions. Elles sont toujours imbriquées, elles sont toujours ensemble, et surtout la valeur symbolique fait de trait d'union entre ces deux dimensions, parce que dire que des archives n'ont pas d'utilité pratique ne veut pas dire pour autant qu'elles n'ont pas de valeur symbolique en tant que matérialisation, que concrétion de l'histoire du passé. Et de ce point de vue-là, il faut aussi ajouter, Napoléon n'était pas du tout insensible à ces arguments, parce qu'il recherche activement le sacre de l'histoire. Il est très activement engagé dans la création de sa propre légende et il essaye de l'ancrer dans l'histoire. Alors à vous lire, peut-être que l'un des signes les plus forts de cette volonté de faire des archives un symbole du pouvoir impérial, c'était le projet de Palais des Archives à Paris, qui a ensuite été abandonné, mais qui était très ambitieux. Tout à fait, un projet grandiose en fait. Et là encore, choisi personnellement par Napoléon, ce mélange très typique de goût vers le détail et de vision de grandeur. Et c'était un palais, un projet monumental sur la rive de la Seine, en fait, près du Champ de Mars. Le palais des Archives faisait partie d'un complexe
avec les nouveaux bâtiments de l'université et de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, c'était à la fois un projet de réaménagement de tout l'ouest parisien qui était aussi de transformer l'urbanisme de Paris et de déplacer les centres de gravitation vers l'ouest. Il devait y avoir le palais du roi de Rome sur la colline de Chaillot. Donc, c'était à la fois inscrire le régime napoléonien, l'Empire, dans Paris, mais aussi c'était l'idée de inscrire les archives, de créer l'image d'un empire fondé sur le droit, sur le savoir et sur le droit. Une forte dimension idéologique dans ces projets. Il faut dire aussi que effectivement les palais des archives à l'hôtel de Soubise, qui sont, comme vous le savez sans doute, sont en partie encore en fonction aujourd'hui, les canons s'y trouvent encore, étaient déjà, les bâtiments étaient déjà insuffisants. Et avec l'arrivée de toutes ces archives de l'Europe, la place n'était pas suffisante et les archives nationales françaises n'avaient jamais pu être réunies en un seul lieu. Ça avait été un problème récurrent depuis la Révolution et du coup, il y avait là aussi une dimension pratique parce que l'idée c'était enfin de réunir tous les corps d'archives un peu dispersés un peu partout dans la ville. Évidemment, aujourd'hui, on constate qu'entre l'hôtel de Soubise, Fontainebleau, Pierrefitte et d'autres dépôts, cette volonté de tout réunir n'a pas non plus abouti. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, dans cette dimension symbolique, c'est qu'il y a parfois l'idée d'utiliser les archives comme des armes politiques, notamment contre la papauté quand les relations se dégradent, en utilisant les documents comme des procédures contre Galilée, les archives de l'Inquisition, pour montrer l'obscurantisme de la papauté. Donc il y a aussi une dimension polémique dans cette affaire. Tout à fait. Et là, c'est encore une fois une démonstration de la difficulté à trancher nettement entre dimension symbolique, dimension utilitaire et dimension historique. L'histoire sert à la politique. Et la politique est faite d'histoire. Donc, on est encore tout à fait dans une culture politique ancrée dans l'histoire. Et donc, on est dans les sillons d'une utilisation politique de la documentation archivistique qui était celle qu'on connaissait déjà en Europe depuis le Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne. Donc, on est, par certains côtés, dans une nouvelle guerre de diplômes. Et très souvent, d'ailleurs, les guerres de diplômes, vous pouvez penser à la France, mais aussi à l'Angleterre, un peu partout. Souvent, les guerres de diplômes, justement, concernaient les rapports entre les pouvoirs séculiers et les pouvoirs ecclésiastiques. Et là, donc, on se trouve dans ce cas de figure sous Napoléon. Alors, il faut dire que l'une des questions qui posait problème, qui créait conflit entre la papauté et l'Empire, était la question de la confirmation canonique des évêques nommés par les gouvernements. Et dans des questions de droit canonique, mais dans toute question de droit, la recherche de précédents était l'une des manières dans laquelle on procédait à légiférer. Et donc, les archives étaient encore et toujours des mines, des dépôts desquels il fallait extraire des précédents historiques pour justifier des démarches, des décisions, des politiques. Et c'est justement ce qui se passe avec Rome, parce que au moment où les conflits s'aggravent, on a encore et toujours cette utilisation polémique des archives et du coup, tous les archivistes sont appelés à chercher dans les archives venues de Rome, qui en plus étaient des archives, comme toutes les archives d'ailleurs, des archives secrètes. Donc, on imaginait y trouver des documents très compromettants pour Rome. Et donc, on a des instructions aux archivistes et aux aides-archivistes qui disent très clairement, vous devez chercher tout ce qui pourra justifier, donner la démonstration de la politique ambitieuse de la cour de Rome. Donc, tous les méfaits de Rome, de la papauté en tant que
puissance séculière, mais aussi en tant que puissance spirituelle animée par une volonté de puissance, devait être mise en lumière, portée au jour par cette recherche de documents dans les archives secrètes vaticanes. La correspondance politique avait toujours été l'un de ces friandises d'archives que les érudits et les historiens avaient cherché à exploiter dans les guerres des diplômes. Donc, là aussi, il n'y a rien de particulier. Mais pour le coup, on cherche à alimenter la polémique, même dans des archives très anciens. Donc, par exemple, on essaye de déterrer des documents concernant Boniface VIII, le pape Boniface VIII, qui était encore et toujours un peu la chimie de la France. C'était une vision de l'histoire très gallicane et très loyaliste qui dominait encore la culture historique de ces savants, qui d'ailleurs étaient souvent des anciens des ecclésiastiques défloqués, mais qui avaient hérité toute une culture gallicane de l'édition. Et donc, on met à profit, on réformule un peu les topoi de cette historiographie gallicane en appui de la politique de l'Empire. Une question sur le traitement des archives. En vous lisant, on a un peu une double impression. D'abord que ce transport énorme n'a pas dû être très bon pour les documents, avec des caisses amenées pendant des mois, des pertes, des dégradations, mais aussi, une fois les archives arrivées à Paris, des efforts pour, on dirait aujourd'hui, reconditionner et aussi indexer, cataloguer les documents. Donc du point de vue de la conservation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du bon et du mauvais dans cet épisode ? Alors, je ne suis pas sûre que je formulerai la question de cette manière. Parce que, alors, bien évidemment, un transport de cette envergure, de cette dimension, est toujours mauvais pour les archives, est toujours mauvais pour les objets. On a la même chose pour les tableaux, d'ailleurs. Hein. La plupart ont besoin d'être restaurés, ils souffrent beaucoup de ce transport. Il faut des semaines pour aller de l'Italie à Paris ou des mois pour aller de Simancas à la France. Donc, bien sûr, les conditions ne sont pas idéales. En même temps, il y a toujours, dès le début, une attention très forte pour l'intégrité des archives. On fait faire des caisses exprès, on essaye de préparer les caisses de la manière la plus attentive possible. On prend de la toile cirée pour protéger les documents de la pluie et de l'humidité. On fait toujours des inventaires sommaires de ce qu'on réquisitionne et de ce qu'on transporte. On a une masse énorme de documentation concernant les voyages et les transports, les bordereaux de voyage, les procès-verbaux de confiscation, etc. Or, encore une fois, beaucoup de choses dépendent de l'habileté, de la préparation, du temps, du personnel qui est engagé dans ces opérations. Donc, encore une fois, à Vienne, c'est plutôt les militaires, et donc ils vont plutôt vite, disons, dans leur travail. Il y a dans d'autres contextes, c'est plutôt des archivistes qui connaissent mieux les archives qu'ils sont en train de manipuler et ils ont un peu plus d'attention. Ça dépend si c'est une question de guerre, comme à Vienne, c'est une occupation militaire, ou si c'est une situation plutôt de département déjà annexé, où les préfets supervisent les opérations, où on a déjà des inventaires bien faits, on peut reproduire les inventaires déjà bien faits dans des listes d'acquisition. Vous voyez, c'est très différent. Mais il n'y a jamais il y a une volonté ou un mépris pour ces archives. Au contraire, c'est une cargaison très précieuse. On les fait accompagner par les gendarmes au cas où les ennemis de l'Empire s'approcheraient de cette cargaison très précieuse. On essaye de mettre toutes les précautions possibles.
Et à l'arrivée, il faut reconditionner ces archives. Et là aussi, c'est très varié parce que certaines archives, certains codes d'archives sont pris tels quels, sortis de caisse et remis sur les tablettes des archives telles quelles, à peu près. D'autres font plutôt l'objet d'une réorganisation et d'un triage plutôt à la française pour essayer de réorganiser les archives confisquées selon les critères et les classements qui étaient déjà utilisés pour les archives françaises. Donc là, c'est très difficile à dire. Bien évidemment, les déplacements ne font pas du bien aux archives, mais aussi, il faut aussi, à mon avis, un peu nuancer l'idée que c'est une opération unique ou vandale, comme d'ailleurs les archivistes et les opposants de Napoléon insistaient. Ils l'utilisaient souvent, on trouve souvent cette définition dans les documents des acteurs qui s'opposent à cette confiscation. Mais il faut dire aussi que le reconditionnement, comme vous dites, des archives était une pratique assez courante, notamment au XVIIIe et XIXe siècle, sont des siècles de très grands remaniements d'archives. On jette, on réorganise, on sélectionne, on trie, on déplace, on fait de nouveaux bâtiments, on unit, donc, c'était un peu la vie des archives. La vie des archives, en effet, c'est aussi parfois cette disparition. Vous racontez notamment que, au moment de la restitution, à partir de 1814, certaines institutions qui récupèrent leurs archives considèrent qu'il y en a trop, qu'il n'y a pas besoin de tout garder, et donc il y a des documents qui vont au bûcher, qui vont au pilon, et les historiens aujourd'hui peuvent avoir un petit pincement au cœur en pensant à ce qui a pu disparaître à l'époque. Alors justement, cette restitution, c'est l'un des derniers points du livre, ce moment après la chute de Napoléon, où on va restituer les archives à ceux qui les possèdent, en plusieurs fois, parce qu'il y a la première chute de l'Empire en 1814, il y a ensuite la seconde chute après Waterloo en 1815, et puis parfois ça va s'étaler dans le temps, parce que tout n'est pas rendu tout de suite, et il y a des affaires qui vont presque empoisonner les relations diplomatiques entre la France et d'autres pays. Les États, les archivistes, quand ils ont des documents, ils ne veulent pas toujours les rendre, et donc là, certaines restitutions d'archives confisquées par la France vont se faire attendre parfois plus d'un siècle. Tout à fait. Le cas de l'Espagne est un cas le plus flagrant dans ce sens, parce qu'il y a une partie de la documentation réquisitionnée à l'époque napoléonienne qui ne revient qu'en 1941 pour un accord entre Pétain et Franco. Donc, c'est un siècle et demi plus tard que certaines choses sont rendues. Et même chose pour certains documents de régions qui passent à la France et à l'Italie de manière assez contestée, la Savoie par exemple. La Savoie qui était un domaine des Savoie, de la maison de Savoie justement, donc les archives qui concernent la Savoie sont rendues à la France, mais ils font l'objet d'un contentieux qui se prolonge pendant un siècle et demi là aussi. Donc, c'est assez typique des archives. Là, pour le coup, il n'y a vraiment rien de spécial parce qu'à chaque fois, si vous pensez par exemple à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'éclatement de l'Empire d'Autriche, justement, il y a pendant des années et des années, il y a des commissions qui essayent de faire le tri dans les archives pour décider à quel pays reviennent telle et telle archive, de quel droit, pourquoi, à quel moment ils ont été enlevés. On peut penser aussi à la décolonisation, absolument, et au fait qu'il y a une partie des archives qui restent dans les anciennes métropoles, une partie dans les nouveaux pays indépendants. C'est le même genre de processus. C'est tout à fait le même genre de processus et il n'était pas inconnu avant Napoléon, mais de ce point de vue-là, c'est vrai que les congrès de Vienne marquent le début de la modernité. Un autre point qui est intéressant ici, c'est que beaucoup de ces archives concernent des choses qui n'existent plus après la grande séquence révolutionnaire et impériale, avec des États qui ont pu être rayés de la carte, comme Gênes ou Venise, ou encore des congrégations religieuses qui ont été dissoutes. Donc comment est-ce qu'on rend des archives à des lieux, à des instances qui ont cessé d'exister ? Absolument, c'est ça qui fait un peu toute la différence avec les guerres d'archives du passé. C'est que la révolution et l'Empire ont tellement bouleversé la carte institutionnelle et politique du monde
qu'il est très difficile de restituer à qui, pourquoi, pour quelles raisons. Et du coup, c'est là où on voit naître, on voit la genèse d'un principe qui n'était pas inconnu, mais qui est décuplié par les événements, c'est-à-dire l'idée des archives comme héritage national. Parce que finalement, la restitution se fait pour des raisons de droit. C'était normal de restituer les archives des territoires, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les archives passées d'un régime à l'autre assez facilement. Pas dans cette ampleur, pas dans les dimensions là qu'on discute, mais disons, ce n'était pas inconnu. Mais là, pour le coup, quand les archives sont restituées à des États qui ont hérité d'institutions ou d'États qui n'existent plus, au fond, la raison qui sous-jacente est l'idée d'une continuité historique, oui, d'une identité nationale, au fond. Et c'est souvent une identité citadine. Il ne faut jamais sous-estimer ce sentiment, parce que c'est finalement les villes et les cités qui fabriquent l'identité nationale. Ce ne sont pas les États. C'est un processus très complexe de reconfiguration des identités locales avec les identités nationales. Il ne faut jamais les oublier, et c'est très clair avec les archives. Une ville comme Sienne, par exemple, dont je parle un peu dans mon livre, une ville comme Pérouse, elle n'était plus des États indépendants depuis des siècles. Et pourtant, elles se conçoivent encore comme les héritières des anciennes républiques, donc d'États souverains. Ils parlent des archives comme leur héritage. Et donc, la dimension symbolique et la dimension identitaire est renforcée par la confiscation napoléonienne et le retour des archives à la Restauration. Une dernière question pour évoquer la portée civique de votre travail sur la place des archives pour une société. Vous l'évoquez en introduction, vous parlez de son importance. Quelle est la leçon que vous tirez de cette enquête de ce point de vue ? Alors, d'abord, je dois dire que la raison même pour laquelle j'ai écrit ce livre est un peu une raison civique. Alors, je suis sûre que d'autres collègues vous l'ont déjà dit dans leurs interventions. La recherche historique se fait toujours grâce au hasard et grâce aux impulsions, aux motivations civiques. Je ne dis rien d'exceptionnel, rien de nouveau, on le sait. Mais donc, c'est à la fois les découvertes qu'on fait plus ou moins par hasard aux archives et des passions qui vous motivent, qui vous interrogent sur votre métier, sur votre identité sociale, sur votre rôle dans la société. Et les archives et les transformations dans l'organisation, la création, la manipulation de l'information et des sources nous interrogent en tant qu'historiens, en tant que citoyens. On est en face à des transformations, à des changements d'époque, en fait, dans notre rapport à la documentation du passé. Je dirais même au passé tout court. Mais aussi, ça nous interroge aussi en tant qu'historiens. Quelle est finalement la fonction sociale des historiens dans un monde qui change son rapport à l'héritage matériel du passé? Ça, c'était une de mes questions. Peut-on vraiment faire semblant que rien n'a changé dans la manière dans laquelle on fabrique la mémoire, la mémoire collective, dans la manière dans laquelle on fait référence à une identité commune qui, plus ou moins explicitement, se fonde aussi sur l'idée qu'on partage une histoire? Je simplifie énormément en débat, mais c'est vrai que c'est des transformations qui m'interrogent en tant qu'historienne, qui m'interrogent en tant que citoyenne, et je pense que nous sommes dans une époque dans laquelle les débats sur les archives
doit être repris en main par les historiens, par les intellectuels, par les citoyens, par tout le monde. Parce que pendant très longtemps, la professionnalisation du métier d'archiviste et le fait que les archivistes se trouvent devant des questions, des problèmes de plus en plus complexes, ont fait qu'on les a laissés seuls, un peu. On les a laissés seuls, voilà. Et au moment où toute la société change son rapport à ces dépôts de l'information, aux sources, aux traces du passé, ils ne peuvent pas faire face seuls à ces transformations. Il faut les porter, il faut les soutenir, il faut échanger avec eux, il faut renégocier les termes et les valeurs qui sont implicites à l'idée de la conservation du passé. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. On ne peut plus donner les choses pour acquises et du coup, il faut se remettre, nous tous, en premier lieu les historiens, il faut se remettre à se poser des questions sur les archives, sur la façon dans laquelle on les fabrique, on les sélectionne, on les préserve, on les rend consultables, etc. On ne peut plus donner tout cela pour acquis. Il faut se réinterroger et se remotiver, voilà, si je peux dire, se remotiver collectivement, se réengager dans l'importance de garder les traces, notre héritage, voilà, pour les futurs. Et quand je dis notre héritage, je ne parle pas bien sûr d'une communauté nationale figée ou immuable. Non, c'est la communauté des citoyens, c'est les corps politiques qui changent d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, ethnique, confessionnel. Donc ça aussi, c'est une question qui doit être débattue. Alors, remotiver, je pense que votre livre, il donne beaucoup d'éléments pour ça, parce qu'il est vraiment passionnant à lire. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture sur ce thème ou sur un autre que vous voudriez partager avec les auditrices et les auditeurs du podcast? C'est une question difficile. Si je peux, là, nous, on parle d'archives. J'ai écrit ce livre avant la pandémie de Covid-19 et, bon, le livre est sorti l'année dernière dans sa version italienne et il vient de sortir dans la traduction française, mais j'ai un peu l'impression qu'une époque s'est écoulée à cause de ce que nous vivons collectivement. Et donc, j'ai fait beaucoup de lectures d'histoire de la médecine, qui est un de mes autres thèmes de recherche. Et donc, si je peux donner un conseil de lecture un peu thème peste, épidémie et crise sanitaire, je conseillerais peut-être les livres d'un grand historien de la médecine anglais qui s'appelle John Henderson, qui a publié l'année dernière un très beau livre sur Florence dans la peste, qui s'appelle Florence Under Siege. Et c'est voilà, c'est pour à la fois pour les historiens, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Je pense que c'est une lecture tout à fait intéressante, passionnante, qui révise beaucoup aussi de lieux communs, qui parle de la vie des hommes et des femmes du passé dans une ville assiégée par la peste. Donc voilà. Merci beaucoup. On mettra la référence sur le site parolehistoire.fr. Merci Maria Pia Donato. Merci à vous. Merci de cet entretien et merci à tout le monde pour l'attention que vous portez pour mon livre. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.